Est-ce que tu veux savoir quel est le meilleur investissement selon moi? D'abord, ce n'est pas l'allocation courte durée. L'allocation courte durée permet effectivement d'avoir un meilleur cash flow que l'allocation longue durée, tout simplement parce que les loyers sont en général beaucoup plus élevés. Mais l'inconvénient avec l'allocation courte durée, c'est à toi de payer l'eau, l'électricité, l'abonnement Internet pour ton client. Ensuite, tu as des frais de conciergerie qui correspondent en général à peu près à 25% de ton loyer. Il y a évidemment les frais d'entretien de ton appartement qu'il faut maintenir en parfait état après le départ de chaque client. Et comme d'habitude, il y a les impôts. Si tu parviens avec tout cela à faire autour de 15% annuel, après impôt, c'est que tu es vraiment fort. À l'étranger, ça peut passer parce que le coût de la main-d'œuvre est plus faible et donc les frais de conciergerie seront moins élevés, alors que les loyers sont à peu près équivalents. Mais en France, c'est de plus en plus compliqué. Évidemment, le meilleur investissement, c'est encore moins la location longue durée. Entre les frais d'agence, les charges du propriétaire, la taxe foncière, les travaux décidés par la copropriété, les mois de vacances locatives entre deux locataires, les travaux de rénovation après le départ de ton locataire, la taxe foncière et pour la plupart des propriétaires évidemment, le remboursement de ton crédit, eh bien si tu parviens à atteindre les 3 ou 4% de rendement net, eh bien tu es chanceux. Alors peut-être que tu te dis que les cryptos sont le bon investissement. Pour les cryptos, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a rien de pire selon moi que de parler d'une chose sans l'avoir étudiée. Mais factuellement, le principal inconvénient des cryptos, c'est leur volatilité. Tu ne peux pas miser sur les cryptos pour ta stratégie d'indépendance financière car cela ressemble plus à un pari qu'à un investissement. Benjamin Graham écrit dans son livre culte L'investisseur intelligent, une opération d'investissement est celle qui, après analyse approfondie, permet une bonne garantie sur le principal, ainsi qu'une rentabilité adéquate. Les opérations ne satisfaisant pas à ces critères sont donc considérées comme spéculatives. Ainsi, pour Graham, investir permet d'augmenter son capital et, dans le pire cas, de le conserver. Graham continue dans sa définition de la spéculation. La mauvaise spéculation consiste, par exemple, à spéculer alors qu'on pense investir, à spéculer sérieusement alors qu'on n'a ni les connaissances ni les aptitudes à le faire. 3. À risquer plus d'argent sur un placement spéculatif qu'on ne peut se permettre d'en perdre. Donc, quand tu investis dans l'immobilier, par exemple, tu investis dans quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Une maison ou un appartement, ce n'est pas comme de la monnaie virtuelle. Tu peux vivre dedans, tu peux, si tu as un jardin, y cultiver des fruits et des légumes, et cela répond à un besoin de se loger, qui est un besoin fondamental pour l'être humain. Mais tu fais quoi avec ton Bitcoin? Ce n'est pas une portion d'une entreprise, comme Apple, qui produit des denrées ou vend des produits et fait travailler des milliers d'ingénieurs. Ce n'est pas une maison dans laquelle tu peux te réfugier pour dormir. Ce n'est même pas un vêtement que tu peux utiliser pour te protéger du froid. Acheter des cryptos, c'est donc acheter quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur intrinsèque. Sa valeur est exactement comme la valeur d'un billet de 20 euros. Cela a une valeur parce que des acheteurs croient que l'euro a une valeur. Mais si demain l'Union européenne venait à disparaître, eh bien vos 20 euros, votre billet de 20 euros, ne serait plus qu'un petit morceau de papier avec des dessins dessus. C'est un peu comme les Pays-Bas au XVIIe siècle qui avaient fait de la tulipe un objet spéculatif. Et par exemple en 1638, un bulbe de tulipe s'achetait 6000 florins, soit environ le prix de 2 maisons en centre-ville. Ainsi, la spéculation repose sur la psychologie humaine. Donc, la crypto, pour moi, c'est une croyance. C'est une croyance donc qui affirme, par exemple, que le Bitcoin vaut 30 000 euros. Et tant que des dizaines de millions d'adeptes y croient, eh bien, tu pourras effectivement échanger ton Bitcoin, acheter 20 000 euros contre 30 000 euros. Maintenant, certaines cryptos reposent effectivement sur des innovations technologiques qui ont un réel potentiel. Et c'est là que réside leur véritable valeur. Mais une fois encore, une part importante de cette valeur repose toujours sur une croyance, sur des effets de mode, sur des tendances, sur des paniques et des phénomènes d'hystérie collective. Et paradoxalement, d'après un sondage Ipsos, ce sont les plus pauvres qui ont investi le plus dans les cryptos ou les NFT. 37% des Français qui ont acheté les cryptos gagnent moins de 18 000 euros par an, soit moins de 1 500 euros par mois.
Est-ce que cela ne te fait pas penser à quelque chose? Par exemple, moi ça me fait penser au tiercé ou à la loterie, où ce sont les plus pauvres qui jouent. Alors, est-ce que le meilleur investissement, ce sera le trading? Eh bien, selon moi, ce n'est pas cela non plus. Parce que tu es en compétition avec des investisseurs qui passent leur journée devant leurs écrans à surveiller les moindres mouvements du marché. Maintenant, on va parler d'un investissement que j'aime particulièrement, mais qui, soyons honnêtes, est aussi très compliqué. C'est le cas par exemple si tu achètes un restaurant dans lequel tu vas malheureusement travailler 14 heures par jour. Les commerces physiques peuvent être de très bons investissements. Ce sont des actifs tangibles et vous pouvez gagner beaucoup d'argent et même en faire votre métier. Par contre, vous n'allez pas investir que votre argent. Vous allez aussi investir presque tout votre temps et votre énergie. Et comme pour tout investissement, il faut faire une étude de marché parfaite. Et l'erreur n'est pas permise parce que les investissements sont importants. Et en plus, les impôts vous tomberont dessus, que votre business fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. Vous devrez payer vos salariés, que votre business fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. Et vous devrez payer les contributions sociales et vos loyers, que votre business fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. C'est donc un investissement risqué et coûteux en capital et en temps. Et maintenant, je vais vous parler de 3 investissements que je pense être les meilleurs, et j'ai d'ailleurs gardé le meilleur d'entre eux pour la fin. D'abord, il y a l'investissement en bourse, que je ne compare pas au trading, qui joue sur le court terme et les fluctuations. Je pars du principe qu'il est impossible de prévoir le futur. En revanche, en règle générale, il est plus difficile de se tromper quand on investit sur le long terme. Probablement que Coca-Cola, Apple, Airbus, Nestlé, Amazon continueront à exister dans une dizaine d'années. Et probablement que ces entreprises auront fait des bénéfices dans cette période. Probablement aussi que ces entreprises auront grandi. Maintenant, est-ce que Nestlé vaudra davantage dans 2 jours qu'aujourd'hui? Eh bien ça, je suis incapable de le dire. Mais je peux parier dessus, et c'est ce qu'on appelle de la spéculation. Donc, investir en bourse sur plusieurs années, c'est selon moi un excellent investissement. Le deuxième bon investissement, ce sont les études selon moi. Et ce, malgré un taux de chômage important et les discriminations à l'embauche qui existent. Comme tout investissement, faire des études demande une réflexion et une stratégie sur le long terme. Le problème, c'est que ni les parents, ni les enfants n'en sont conscients. Et malheureusement, beaucoup de jeunes diplômés ne trouvent pas de travail et donc ont passé 5 années de leur vie à étudier après le bac pour au final ne pas trouver de travail. En France, le taux de chômage des jeunes diplômés se situe entre 5 et 20% en fonction des diplômes, en fonction de votre nom de famille, en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre origine sociale, en fonction du réseau que possèdent vos parents. Mais globalement, est-ce que passer 5 ou 7 années de sa vie à se former après le lycée pour gagner 3 000 € par mois pour le restant de sa vie est un mauvais investissement? Non. C'est même, selon moi, un excellent investissement, à condition, encore une fois, d'avoir la bonne stratégie et de ne pas faire comme beaucoup en faisant des études sans avoir de projet. Et comme cette chaîne parle d'indépendance financière, j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur ce sujet. L'avantage des études, c'est qu'apprendre est un plaisir. En faisant des études, on développe non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences sociales. On rencontre d'autres étudiants, on se fait des amis qui parfois peuvent durer pour la vie. Bref, les études sont intéressantes et pas seulement du point de vue des compétences, mais aussi du point de vue de votre intelligence sociale et du plaisir que cela apporte. En revanche, j'aimerais ajouter quelque chose. Les études peuvent être un tremplin pour l'indépendance financière, mais ne peuvent, par définition, pas vous permettre de devenir indépendant financièrement. Car le but affiché des études est de former des salariés qui vont échanger leur temps de vie et leur énergie en échange d'un salaire plus ou moins élevé. À vous ensuite d'investir la partie la plus importante possible de ce salaire dans d'autres domaines afin de développer votre indépendance financière. Malheureusement, 90% des salariés n'investissent pas et se remettent entièrement à leur salaire et à leur retraite pour leur futur. Mais alors, pour moi qui ai 45 ans, avec l'expérience que j'ai accumulée, quelle est ma conclusion sur ce sujet? Quel est, selon moi, le meilleur investissement? Si je pouvais, par exemple, investir 150 000 €, eh bien, pour moi, le meilleur investissement, c'est l'achat-revente de biens immobiliers. C'est avec cet investissement que j'ai gagné le plus d'argent en un minimum de temps. Avec l'achat-revente de biens immobiliers, tu vas investir 150 000 €, faire 25% de marge
c'est quelque chose de réaliste. Et donc, 25% de marge sur 150 000 euros investis, ça te donne à peu près 187 000 euros de capital. Tu as donc gagné 37 000 euros au passage en seulement 6 à 9 mois. Maintenant, tu vas aussi être imposé. Concrètement, tu devras payer grosso modo 15% de tes bénéfices, soit 5 500 euros d'impôt sur les sociétés. Mais au passage, tu as gagné 31 500 euros en moins d'un an. 31 500 euros de bénéfices après impôt sur un investissement initial de 150 000 euros, cela fait à peu près 25% de marge après impôt. Maintenant, imaginons que tu conserves tes bénéfices et que tu les réinvestisses systématiquement en plus des 150 000 euros de capital de départ. Combien de temps te faudrait-il pour atteindre 1 million d'euros de capital? Imaginons simplement que tu te contentes d'une opération d'achat-revente par an, ce qui est un minimum. Parce que comme je l'ai dit, une opération prend entre 6 et 9 mois. 21% de rendement net annuel, cela signifie qu'il te faudrait très exactement 10 ans pour atteindre 1 million d'euros de capital après impôt sur les sociétés. En 2033, donc, si tu investis en 2023, tu aurais donc sur le compte de ta société quelque chose comme 1 100 000 euros. Il faudra évidemment que tu payes l'impôt sur les revenus. Ce sera 30% de tes bénéfices après un abattement de 40%, ce qui fait que tu devrais payer plus ou moins 200 000 euros. Donc, il te resterait quand même entre 850 000 et 900 000 euros de capital. Pas mal, je trouve, pour un investissement de départ de 150 000 euros. Et l'avantage, c'est que c'est un investissement semi-passif. Ton job à toi, c'est de faire des études de marché, d'identifier les meilleurs biens, les bons lieux, de savoir négocier, de savoir suivre les travaux et de savoir évaluer correctement le montant des travaux que tu vas faire. Mais pour le reste, ce sont tes artisans et c'est ton notaire qui vont faire le travail. Toi, tu dois juste passer 2 ou 3 fois par semaine pour suivre les travaux. Maintenant, l'achat-revente, ce n'est pas pour tout le monde. Qui est-ce qui a 150 000 euros à investir? Eh bien, très peu d'entre nous. N'empêche que c'est quelque chose que j'ai essayé et j'ai comparé avec d'autres types d'investissements et c'est, selon moi, le moyen le plus sûr, l'investissement le plus solide pour développer rapidement mon indépendance financière. Si ça t'intéresse, eh bien, je te donne rendez-vous sur mon site internet. Allez, ciao!